Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Vous regardez la tranche matinale sur Média TV. Tout de suite, le journal de la rédaction dont voici les titres. Et tout d'abord en Espagne, une manifestation monstre hier à Barcelone. Ils étaient plus d'1 million dans les rues de la capitale catalane pour protester contre la déclaration unilatérale de sécession et exprimer ainsi leur fort attachement au Royaume d'Espagne. La surprise était grande hier. Le président du Kurdistan irakien Massoud Barzani annonce qu'il se retirait de la présidence dès le 1er novembre. Parallèlement, Bagdad envoie ses troupes pour reprendre le contrôle de toutes les zones situées hors de la région autonome. Et du sport également dans cette édition. Pour ses 32 ans, Lewis Hamilton s'offre un 4e titre de champion du monde, et ce malgré une 9e place au Grand Prix du Mexique. Bonjour à tous. La semaine commence donc sous le signe de l'incertitude en Catalogne. On attend de savoir si le gouvernement indépendantiste destitué par Madrid va en effet tenter de construire sa république catalane telle qu'il l'avait proclamée, alors que l'État espagnol entend lui prendre les rênes de son administration. Car en plus de la convocation d'élections, le Parlement a été dissous et la vice-présidente du gouvernement espagnol, Soraya Sáenz de Santamaría, était désigné pour diriger la Catalogne. Le président catalan Carles Puigdemont n'a officiellement plus de pouvoir et le parquet général d'Espagne a prévu d'engager dès cette semaine une procédure judiciaire contre lui pour rébellion. Et je vous le disais en titre, hier c'était une manifestation monstre à Barcelone. Ils étaient plus d'1 million dans les rues de la capitale catalane pour protester contre la déclaration de sécession et ainsi exprimer leur fort attachement à l'unité et au Royaume d'Espagne. Une manifestation entourée d'un important dispositif sécuritaire pour éviter tout débordement. Des images commentées par Mamadou Dieye. La Catalogne, c'est nous tous. Le slogan du 8 octobre qui avait déjà réussi à mobiliser plusieurs centaines de milliers de personnes est repris pour cette nouvelle manifestation. Après les séparatistes vendredi, les Catalans qui souhaitent rester dans l'Espagne entendent bien occuper la rue et faire de cette marche une démonstration de force dans une ville et une région plus que jamais divisées. 2 jours après cette déclaration unilatérale d'indépendance qui a marqué cette semaine en Espagne une rupture sans précédent en 40 ans de démocratie. La Catalogne, c'est nous tous, un appel assorti de 2 mots, coexistence et surtout CENI, ce bon sens supposé réunir une majorité des Catalans face à une fuite en avant et la déraison des séparatistes. Le but de la société civile catalane, association organisatrice de cette manifestation, est clair, démontrer que la réalité de ce territoire grand comme la Belgique reste très nuancée. Une entité multiculturelle de 7,5 millions d'habitants, la plus riche d'Espagne et dont plus de la moitié des habitants sont issus d'autres régions du pays. Une manifestation qui a des airs de pré-campagne électorale. Les 3 partis favorables au maintien de la région au sein de l'Espagne, Ciudadanos, le Parti socialiste catalan et le Parti populaire de Mariano Rajoy, y sont représentés. En septembre 2015, les indépendantistes avaient obtenu 47,8% des suffrages, près de 51% des voix étaient allées à des partis soutenant le maintien en Espagne. Et toujours en termes de manifestation en France, quelques semaines après le lancement de la campagne MeToo et celle de Balance ton porc, les Françaises ont décidé de battre le pavé pour dénoncer le harcèlement sexuel et les violences sexuelles dont elles font l'objet. Des centaines de personnes se sont ainsi rassemblées place de la République à Paris, brandissant des slogans tels que c'était il y a une semaine, c'était mon patron ou encore on ne se taira plus. Les langues se sont en effet déliées sur un phénomène longtemps resté tabou. Et c'est l'émergence sur les réseaux sociaux des hashtags MeToo et Balance ton porc, utilisés par les femmes pour témoigner de leur harcèlement ou agression, qui a donné la force de parler à des centaines de femmes victimes de harcèlement ou encore de viol.
Sans transition, c'est un véritable coup de théâtre dans le dossier du Kurdistan irakien. Son président Massoud Barzani a annoncé hier dans une lettre adressée au Parlement qu'il ne sera plus président après le 1er novembre. Cette déclaration vient sur fond de crise sans précédent entre Erbil et Bagdad. Les détails dans ce récit de Fayrouz Bentaleb. Des affrontements devant le bâtiment du Parlement d'Erbil, où les députés kurdes, réunis hier à huis clos, ont pris connaissance de la lettre que Massoud Barzani leur a adressée, annonçant la dissolution de ses pouvoirs en tant que président. D'un point de vue légal, son Excellence aurait pu continuer jusqu'à la 5e élection du Parlement et du poste présidentiel, selon le Conseil, mais apparemment il refuse de le faire. Massoud Barzani part sans gloire, alors qu'il y a un mois encore, il haranguait les foules en leur promettant la sécession. Lors d'une allocution télévisée, il a mis sur le compte d'une haute trahison la perte de la quasi-totalité des territoires disputés avec Bagdad. Faisant référence, sans les nommer, aux dirigeants du parti rival de l'Union patriotique kurde, dont les combattants s'étaient retirés le 16 octobre dernier, sans combat dans la province pétrolière de Kirkouk, face à l'armée fédérale irakienne. Nos adversaires qui ont livré la province pétrolière de Kirkouk sans combat ont commis une haute trahison. Le Parlement kurde a récemment gelé les prérogatives de Massoud Barzani à la suite des conséquences désastreuses du référendum de sécession qu'il a initié. Cette consultation, où le oui l'a largement emporté, a créé une crise sans précédent entre Bagdad et Erbil. Bagdad a envoyé ses troupes reprendre le contrôle de toutes les zones situées hors de la région autonome où les Kurdes avaient étendu leur emprise depuis 2003 dans la riche province pétrolière de Kirkouk. Erbil n'a en outre pas obtenu le soutien international qu'il espérait concernant le référendum sur la séparation. Et nous revenons à présent sur cette interview de l'émir du Qatar accordée à la chaîne américaine CBS hier. Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani a adressé des accusations à l'encontre des 4 pays à l'origine du blocus économique et politique contre son pays, et ce depuis juin dernier. L'émir les accuse notamment d'essayer de renverser son régime, rappelant que c'est le même scénario de 1996 qui était en train de se répéter. C'est la toute première fois que Doha accuse frontalement ses voisins de tentatives de changement de régime. Rappelons pour mémoire que les 4 pays accusent le Qatar de soutenir les groupes extrémistes radicaux et d'être trop proches de leur rival iranien. Diplomatie à présent et ces déclarations du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale en marge de la réunion hier à Riyad des chefs de la diplomatie et chefs d'état-major des pays membres de la coalition arabe pour le soutien de la légitimité au Yémen. Mohamed Ali El-Zaraq a réitéré l'engagement du Royaume pour la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Yémen. Il a mis en avant l'importance de poursuivre les efforts pour un règlement politique de cette crise. Enfin, par la même occasion, le Maroc a réaffirmé sa solidarité avec le Royaume d'Arabie Saoudite et son plein soutien à toutes les mesures que Riyad prendrait pour faire face à tout ce qui est de nature à attenter à sa sécurité ou encore à sa souveraineté. Et dans l'actualité nationale, moins d'une semaine après le limogeage de 4 ministres du gouvernement Al-Othmani, le chef du gouvernement s'attelle déjà à la tâche pour trouver des occupants au poste ministériel vacant. Saadi Al-Othmani affirme ainsi être en contact avec les partis du PPS et celui du mouvement populaire, 2 partis auxquels appartenaient les ministres limogés, et également 2 partis de la coalition gouvernementale. Al-Othmani applique ainsi les directives du souverain qui lui avait confié la mission de proposer des nominations. Ainsi, le PPS a annoncé qu'il réunirait son comité central le 4 novembre prochain, alors que le MP tiendra aussi une réunion de son bureau politique. Dans l'ensemble, le gouvernement assurera ses fonctions d'une manière normale, a rassuré Al-Othmani dans le même communiqué. Suspense au Kenya. Tout le monde attend le verdict de la commission électorale sur la possibilité d'organiser la présidentielle de jeudi, boycottée par l'opposition dans l'ouest du pays, où le vote n'a pas pu avoir lieu. Et surtout, cette commission pourra-t-elle, sans ces résultats, proclamer la victoire attendue du sortant Uhuru Kenyatta? L'écrasante majorité des bureaux de vote de 4 comtés de l'ouest sur les 47 que compte le pays n'avaient en effet pas ouvert leurs portes jeudi, et ce en raison d'une situation chaotique et de graves
troubles sécuritaires dans ces bastions de l'opposition. Selon la loi électorale au Kenya, les résultats doivent être annoncés dans les 7 jours suivant l'élection, soit d'ici jeudi à minuit. Et au Togo, la tension ne retombe pas. L'opposition ne recule plus devant rien. Elle dénonce l'impact négatif de la crise sur l'économie et exige désormais sans complexe le départ du président Faure Gnassingbé. C'est un sujet signé Bob Bamba. Dans ce marché de friperie, les activités sont au ralenti. Et pour cause, la situation sociopolitique qui secoue le pays depuis plus de 2 mois. Une situation qui jette un effet négatif sur l'économie du pays. La crise qui mène maintenant au Togo, chez nous au marché, vraiment, on n'a pas la bouche même pour parler. Depuis le matin, depuis qu'on a commencé, les marchés là, rien ne va. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté encore la semaine dernière dans les rues de Lomé et dans d'autres villes de l'intérieur du pays. Nous allons nous libérer, nous allons nous battre par tous les moyens nécessaires. C'est très important pour nous. Nous sommes avec le peuple et le peuple est avec nous. Il faut voir ce qui se passe aujourd'hui. En 2005, on a tué plus de 1000 Togolais avant que Faure Gnassingbé ne vienne au pouvoir. Si vous allez à Mango, il n'y a plus personne. Si vous allez à Sokoré, il n'y a personne. Une situation qui ne laisse personne indifférent, y compris les associations de défense des droits de l'homme. Actuellement, ce que nous constatons, c'est qu'il y a une répression totale de toute forme de dissidence et de toute forme de manifestation dans le pays. Et ceci aussi renforcé par le non-respect du droit à la liberté de manifestation. En début de semaine, la situation du Togo a attiré l'attention de la communauté internationale. Les chefs d'État de la CEDEAO ont recommandé le dialogue pour une sortie de crise. Et direction la France. François Compaoré, frère du président burkinabé déchu Blaise Compaoré, a été arrêté hier à son arrivée à l'aéroport parisien de Roissy sur un mandat d'arrêt international qui a été délivré par le Burkina Faso dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 de Norbert Zongo, ce journaliste d'investigation critique du pouvoir. Compaoré, 63 ans, est poursuivi pour incitation à assassinat. Il devrait être présenté au parquet général de Paris aujourd'hui pour statuer sur sa situation en France au cours de la procédure d'extradition. Et ce n'est pas la première fois que ce frère cadet du président déchu est entendu dans cette affaire. Selon son avocat, il a été entendu 3 fois par la commission d'enquête internationale et 3 autres fois par une juridiction d'instruction au Burkina. Or, chacune de ces 2 procédures l'a disculpé dans ce dossier. Et en Arabie Saoudite, après le permis de conduire, les Saoudiennes auront le droit dès 2018 de suivre un match de football dans les gradins des 3 stades que compte le Royaume. Ces décisions historiques interviennent dans la foulée d'un assouplissement des restrictions imposées aux femmes en Arabie Saoudite, car jusque-là, les femmes n'étaient pas admises dans les stades en application de la règle de séparation entre les sexes dans les espaces publics. Pour rappel, mardi à Riyad, devant un forum économique baptisé le Davos dans le désert, le prince héritier Mohammed bin Salman a promis une Arabie modérée qui tente prudemment de promouvoir des formes de divertissement malgré l'opposition des ultra-conservateurs. Et un mot de sport pour terminer ce journal de la Formule 1 avec cette belle consécration pour le champion anglais Lewis Hamilton qui a réussi à décrocher son 4e titre malgré une 9e place au Grand Prix du Mexique ce week-end. La tâche n'a en effet pas été facile pour Hamilton dans cette dernière course. Son rival allemand Sebastian Vettel, parti en pole position, a compliqué la situation en touchant successivement Verstappen et Hamilton dans les 2 premiers virages. Et bien qu'il soit donc arrivé 9e, Hamilton réussit tout de même à se hisser au rang de champion du monde pour cette année. Le Britannique de 32 ans rejoint ainsi au palmarès de la Formule 1 le François Alain Prost et n'est plus devancé que par l'Allemand Michael Schumacher qui a 7 titres à son actif et aussi de l'Argentin Juan Manuel Fangio couronné 5 fois. Voilà, c'était le journal de la rédaction de Médien TV. L'info continue sur notre chaîne. Merci de rester avec nous.